Bonjour à toutes et à tous, ici Joe Tamko, directeur multimédia pour Choc FM 105.1. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un nouvel épisode de Stop Racisme 105.1 sur le thème du numérique. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. Donc bonjour Caroline. Bonjour Joe. Donc est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience de Choc FM, s'il te plaît? Oui, donc je suis Caroline Isotier, directrice de Tech for Good Canada, technoéthique au Québec avec un K. C'est une organisation à but non lucratif qui vise à éduquer le public, mais notamment les jeunes, les parents et les enseignants à un usage sain et comment dire un petit peu critique des outils numériques parce que depuis peut-être 25 ans que les outils numériques sont entrés dans nos vies quotidiennes, hein, que maintenant tout passe par le numérique, consommer, communiquer, étudier. On n'a pas eu le temps vraiment de se poser et de regarder comment la façon dont sont conçus ces outils euh, ont été, comment ça a été pensé en fait, et comment ça change finalement les possibilités qu'on a de communiquer, ce à quoi on a accès, et c'est justement, je crois, de ça dont on va parler, les biais éventuellement qui sont introduits par finalement tous ces outils qui sont régis en général par des algorithmes et non pas par des décisions citoyennes auxquelles on est arrivé après des années et des années de débat ou des années et des années d'histoire, comme tous les autres outils qu'on utilisait jusque-là. Voilà. Et donc, c'est beaucoup moi dans l'association qui fait des conférences pour les parents et les enseignants et des ateliers pour les jeunes, les élèves à partir de 5 ans, pour les initier à être des citoyens du numérique, donc à prendre conscience de comment ces outils du quotidien changent leur comportement, leur vie, leur vision du monde, en fait. Et Ouais. pourrais-tu nous donner en fait, nous faire un état des lieux en fait du numérique par rapport au racisme? Ouais, évidemment, vaste sujet, puisque, comme je le disais, cette industrie du numérique, grand public en tout cas, hein, parce qu'évidemment, on ne parle pas des ordinateurs qui existent depuis les années, disons que d'abord, il y a eu les PC dans les années 80 avec Windows et Apple, mais le numérique dont on parle là aujourd'hui, c'est tout ce qui est ordinateur grand public et tout ce qui est évidemment cellulaire. Et puis ensuite, tout ce qui est jeux vidéo, outils de entertainment numérique. Donc, tous ces outils-là, finalement, ils ont été créés très récemment et par des profils qui se ressemblent. Donc, beaucoup des profils de jeunes hommes, beaucoup américains, beaucoup dans la Silicon Valley, donc en Californie, et avec donc une vision du monde bien particulière. Et on peut le dire, un certain manque de diversité dans la conception de tous ces outils. Euh, je ne sais pas si vous remarquez, mais à un niveau très, très anodin, souvent quand on utilise, par exemple, des produits Apple, moi qui suis assez Apple, euh, par exemple, les plans, par défaut, ils commencent en Californie, comme par hasard. Voilà. Mhm. On pourrait imaginer qu'au Canada, quand tu te saisis de l'outil plan, il commence au Canada. Non, il Mhm. commence en Californie. Donc, et ça, c'est juste un petit exemple Mhm. de comment ces outils ont été conçus avec une vision du monde assez réduite, assez limitée, Ouais, et comment, ben évidemment, du coup, ce n'est pas très étonnant qu'on constate ce qu'on peut appeler du racisme ouais. et aussi de la discrimination en général envers tout ce qui n'est pas blanc, en bonne Mhm. santé, Mhm. de niveau économique moyen plus. Mhm. Voilà, en fait, c'est un petit peu normal. Et donc, tout ce qui est biais
dans les algorithmes, par contre, ça c'est un autre sujet dont on parle de plus en plus avec le développement de l'intelligence artificielle. Et il y a par exemple une chercheuse française dont le nom va me revenir, mais qui en parle beaucoup, qui a écrit des livres à ce sujet. Et puis il y a aussi des films qui sont sortis, des documentaires qui sont sortis d'une chercheuse, je crois, américaine de descendance africaine à MIT, qui a sorti un film qui s'appelle Coded Bias, donc le biais codé, encodé, et qui montre comment, comme la conception de ces outils a été faite par des personnes qui sont tout un peu pareilles, donc blanches, d'un certain âge, etc., eh bien, il y a des biais dans la conception de ces outils qui peuvent ressembler à du racisme. Ouais. En fait, est-ce que c'est du racisme en tant que tel? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un manque d'ouverture d'esprit du fait des personnes qui sont là pour concevoir les outils. Et c'est pour ça que ça fait partie des missions de Tech for Good Canada, d'éduquer, en fait, de donner une vision critique de ces outils du quotidien en se posant la question avec des élèves, avec même les parents, avec les enseignants, en se demandant, cet outil que j'utilise comme ça, sans me poser de questions, comment est-ce qu'il a été conçu, quelles étaient les valeurs culturelles de la personne qui l'a conçu, et comment est-ce que le fait que ça fonctionne comme ça, c'est lié à une vision du monde qui n'est pas forcément la mienne et qui m'oblige à rentrer dans un certain type de comportement. Voilà. Et par ailleurs, c'est vrai que TikTok a été mis en cause il y a déjà quelques temps pour son algorithme qui avait tendance en tout cas à valoriser les contenus plutôt de gens beaux avec une certaine esthétique, peut-être plutôt blanche que de couleur. Et ça, c'était malheureusement lié au fait que l'intelligence artificielle, elle va aussi avoir tendance à pousser ce qui est majoritaire, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle va aller dans le sens de ce qui fait le plus d'audience. Donc l'algorithme, il va naturellement être entre guillemets raciste, puisque TikTok, comme les autres, essaye de booster l'audience des contenus qui sont montrés. Et comme on le sait dans TikTok, on ne suit pas des gens, enfin on peut les suivre, mais ça ne sert à rien. TikTok nous montre le flux qu'il a décidé de nous montrer, qui est le For You, et où il dit, OK, d'après ce que je vois dans tes premières réactions, voilà ce que je pense que tu aimerais. Après, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail, Ouais, encore une fois, je ne ouais. suis pas une experte de ça, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on apprend des algorithmes de TikTok. Ah, ok. Parce qu'en fait, moi, j'avais vu, moi, de ce que j'avais vu par rapport à TikTok, parce qu'au niveau de la création des algorithmes, il y a quand même quelqu'un derrière qui va mettre les bases. Et donc, moi, en fait, de ce que j'avais vu dans sur, par exemple, le thème de TikTok, c'est que Ouais. il y a que c'était pas que l'intelligence artificielle, mais qu'il y avait une volonté aussi derrière de pousser en fait un certain type de contenu. Bien sûr, euh, Alors, ouais. oui, c'est vrai que j'ai entendu ça aussi et j'avoue que je ne suis pas allée investiguer pour Mhm, voir vraiment s'il y avait eu un effort conscient mhm, de pousser du contenu. Euh, Moi, ce que j'avais plus entendu parler, c'est le côté justement personne parfaite, ni mhm, trop grosse, ni trop maigre. mhm, Donc, un contenu en effet un peu parfait. Alors, est-ce qu'il y a eu un effort conscient d'écarter des profils minoritaires d'un point de vue racial? Euh, Peut-être. mhm, Moi, j'ai tendance à imaginer, comme je disais, que c'est surtout mhm, la logique économique qui prime. Ce qui mhm, intéresse ces sociétés, c'est de faire rentrer un maximum de publicité au moindre coût. Et que donc, ils se préoccupent peu d'avoir des personnes qui font des choix,
des personnes qui font des choix éditoriaux, ils se préoccupent plus d'avoir une machinerie efficace pour montrer du contenu qui va générer le plus d'audience. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un débat qu'on peut avoir. Et, et bon, il faudrait parler à des experts Ouais, à des ce experts, sujet. ouais. Mais moi, ce que je constate, j'étudie quand même ces sociétés. Maintenant, il y a TikTok, mais avant, il y avait Facebook, Oui. Snap, Instagram, etc. Ils ont tous, justement, l'avantage, c'est qu'ils se ressemblent tous. Euh, Ils ont tous cette logique économique de audience de masse avec un modèle publicitaire. Leur modèle, c'est de générer une audience maximale au niveau mondial si possible, sans dépenser trop d'argent, sans se poser de questions éthiques, ça c'est certain, aucune question éthique. Ouais. Et l'idée, c'est de générer une audience maximale au moindre coût. Donc, pour faire ça, on prend un algorithme qui va avoir tendance à mettre en avant, c'est pareil avec YouTube, les contenus qui font le plus réagir et les contenus qui sont, voilà, qui sont majoritairement, qui ont le plus d'impact sur la majorité. Tout simplement parce que c'est plus simple. C'est une solution plus rationnelle. En fait, ces outils ont été conçus par des gens très rationnels, motivés par le profit pur et qui essaient de se simplifier la vie. Mais j'ai entendu dire, j'ai entendu parler, j'ai moi-même interfacé avec des créateurs de TikTok canadiens qui avaient un handicap visible et qui, en effet, avaient l'impression qu'on discriminait contre eux. Mais en même temps, ce sont des créateurs qui ont des petites audiences, forcément, parce que quand on met en avant un handicap, on ne va pas s'adresser au monde entier, à la majorité. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de conclure là-dessus et malheureusement, Ouais. je ne suis pas une experte à ce sujet-là. Ok, Voilà. ouais, ok. Donc par rapport au biais, en fait, les AI qui existent sont pas vraiment de vrais AI parce qu'on continue en fait Bien sûr, à les à les nourrir en nourrir, fait, à les bien nourrir sûr. de contenu, Oui. etc. Non, mais ça c'est une discussion intéressante et j'en parle dans un atelier que j'anime pour les jeunes sur l'intelligence artificielle, justement, pour euh, un peu évoquer ces sujets-là parce qu'on en parle à tort et à travers, Mhm, malheureusement. Et, l'idée qu'il y a vraiment une intelligence artificielle est évidemment complètement fausse, mhm, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. L'intelligence, elle est humaine uniquement aujourd'hui. Il y a juste euh, cette capacité à digérer des millions de données qui est ce machine learning, cet apprentissage machine. Il y a je me souviens plus du terme, le bon terme en français que j'avais entendu utiliser, c'est pas intelligence artificielle, c'est euh, c'était pas compétence artificielle, mais c'était peut-être décision artificielle. mhm. Enfin, je me souviens plus du terme, Ouais. mais en gros, voilà, la machine n'est pas dotée d'intelligence. La Mhm, machine n'a pas d'intelligence. La machine, l'évolution par rapport à ce que faisaient les machines avant, où en effet, on était obligé de les programmer. On était obligé de leur dire, si tu vois ça, alors fais ça. Si tu vois ça, alors fais ça. Si tu vois ça, alors fais ça. Avec le machine learning, la machine, en effet, apprend toute seule à partir d'exemples. C'est-à-dire que le cas typique qu'on donne, c'est comment est-ce que la machine va reconnaître un chat d'un chien. On ne mhm, va pas lui dire si il a des oreilles de cette longueur ou s'il a un museau de cette longueur, c'est un chien. On mhm. va lui montrer des millions d'images de chiens en lui disant ceci est un chien, ceci est un chien, ceci est un chien. Et la machine, au bout d'un moment, va comprendre à quoi associer, enfin qu'une image comme ça est associée à un chien. Mais elle peut encore faire des erreurs, c'est-à-dire qu'on peut tromper la machine. Si on bouge un pixel dans une image, elle est capable de te dire, alors que nous, on voit un chien, la machine, elle est capable de te dire, c'est un avocat, parce que la machine est idiote, en fait. Mhm. La machine n'est pas dotée d'intelligence, c'est nous qui avons l'intelligence. Euh, donc, le machine learning, on en fait tout un truc, mais
Donc, il y a plusieurs biais qui peuvent être introduits. C'est dans ce qu'on nourrit la machine. La machine est nourrie par des exemples. Et s'il y a un biais dans la façon dont on choisit les exemples, la machine va sortir un outil biaisé. et, euh, et donc, il faut être conscient de ce biais. Et surtout, la machine ne peut rien inventer. Elle ne fait que régurgiter ce qu'on lui a nourri. La seule différence, c'est qu'on n'a pas eu à la programmer step by step. C'est ça qui est nouveau avec l'IA. Et donc, je donne l'exemple évidemment qui a marqué les esprits du jeu de Go, où, comme tu le sais, un joueur de Go, le meilleur joueur de Go du monde, a été battu par une IA créée en Angleterre qui avait été rachetée par Google. Mais c'est tout simplement parce qu'on a nourri cette IA de millions d'exemples de parties de Go et que l'IA a trouvé des stratagèmes qu'elle avait vus dans un de ces millions d'exemples que le joueur de Go n'avait pas vu parce qu'il a une capacité humaine de penser, même s'il est très bon, et elle a réussi à battre l'humain parce qu'elle a trouvé une stratégie que l'humain n'avait jamais vue avant. Mais, voilà, il n'y a pas de mystère en fait. Il faut vraiment démystifier l'IA et savoir qu'elle est créée par des êtres humains. Donc, elle est aussi faillible qu'un être humain. Et en même temps, elle est plus bête qu'un être humain, puisqu'un être humain peut toujours utiliser tout ce qu'on a, nos sens, notre historique, notre culture, pour interpréter quelque chose, ce que la machine n'a pas. Et pour l'instant, elle n'est pas prête d'avoir. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu viens de soulever ici. Ouais. Donc ça nous montre que au niveau du numérique, c'est à partir du moment où il y a des biais dans la société, ces biais-là vont être transférés en Reproduit. fait, voilà, vont être Tout à transférés, fait. ouais. Et Tout à parce fait. que justement, j'avais vu que il y a un IA qui génère en fait des images à partir de mots, je crois que ça s'appelle DALI. Oui. Et en fait, il y a eu une expérimentation qui a été faite où on demandait justement à cette IA euh, de en fait réaliser des images de différents types de personnes, de femmes, hommes ou Ouais. de positions, des choses comme ça. Et ce Ouais. qui s'est passé en fait, c'est que à travers cette expérimentation, on s'est rendu compte que par exemple tout ce qui était relié à la religion musulmane avait été associé à la violence en fait. Et aussi quand on demandait à l'IA, je sais plus, il me semble que c'était de représenter un, je sais plus si c'était un chef d'entreprise ou quelqu'un avec une position très haute, ou bien Ouais. même Dieu, je crois, en fait, la représentation était masculine. Ben Et oui. la représentation de la femme était très... En fait, Ben il y a oui. beaucoup de stéréotypes dans... Ben oui. Oui, oui. C'est exactement pour ça que l'IA, c'est un enjeu énorme de société, quoi. C'est vraiment énorme. Mhm, C'est pour ça que tu as plein de gens qui sont très connectés, que je suis de loin, qui créent mhm, des instituts pour comment dire, l'équité dans l'intelligence artificielle, parce qu'ils savent que si on dépend d'outils créés, enfin conçus avec une IA qui a déjà un biais, eh bien, c'est pas bon. On va reproduire des biais déjà existants et, on va comme dit le film, on va les mettre dans le code. Donc, it's going to be coded by us. C'est-à-dire que non seulement ça va être un biais qu'on a déjà peut-être nous humains naturellement, mhm. mais là, ça va être encodé dans la machine. Oui. Donc, et ça va être encore plus dur de dire, ah ben non, là, il y a un problème. Et Mhm, d'un autre côté, je pense que le fait qu'on fasse apparaître ces biais finalement euh, en parlant d'IA, d'un autre côté, ça devrait normalement nous permettre de prendre plus conscience des biais qu'on a, nous, en tant qu'humains, quand on prend des décisions au quotidien, parce que ça les rend visibles. Le fait de montrer qu'une IA, elle va reproduire un biais, finalement, ça met en lumière quelque chose qui n'était peut-être pas visible avant. Donc, mhm. c'est en même temps bien et pas bien.
C'est-à-dire que du moment qu'on en est conscient euh, et qu'on est capable de contrecarrer ce biais, c'est tant mieux. Le problème, c'est comme souvent de dépendre de la machine ou du programme et de se dire, le programme s'occupe de tout, il n'y a pas à réfléchir, laissez faire le programme, alors que, bon, évidemment il faut intervenir dans la conception du programme ou au moins avoir toujours un humain qui peut dire non, je pense que ce programme dit quelque chose d'intéressant, mais j'apporte ma touche humaine pour dire je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de transparence dans les algorithmes. On dit qu'il ne faut pas que ce soit des boîtes noires, parce que c'est à partir du moment où c'est des boîtes noires que les humains ne peuvent plus contester la décision de l'IA. Et donc, c'est pour ça que ce sont des enjeux de transparence, de démocratie, de vie quotidienne énormes, de comprendre comment sont conçues les IA. Et parce que ça va changer la sauce à laquelle on est mangé à l'avenir, quoi. C'est vraiment énorme. Et donc, avec les algorithmes, en gros, donc les algorithmes sont des éléments que les sociétés ne veulent pas divulguer. Voilà, exactement. Tu as raison. Très souvent, ça fait partie de leur propriété intellectuelle, en fait. Et alors, justement, j'ai retrouvé le nom de la chercheuse française qui a un parcours en France et en Amérique. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle s'appelle Aurélie Jean. Et je crois que son livre s'appelle Au pays des algorithmes. Et c'est un petit livre de poche, donc c'est très facile à lire. Et enfin, très facile, ça parle quand même d'algorithmes. Mais bon, c'est quand même pas, c'est pas un gros bouquin. Et c'est elle qui dit qu'il est possible d'avoir une certaine transparence des algorithmes. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de tout divulguer, mais tu devrais pouvoir quand même donner des éléments de comment tu es arrivé à ton algorithme. Parce qu'elle est elle-même chercheuse et elle développe des solutions innovantes. Et donc, elle aussi, elle est intéressée à protéger sa propriété intellectuelle. Mais elle est très consciente des enjeux de société. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit il faut qu'il y ait une certaine transparence des algorithmes pour que la société comprenne ce qui se passe. Et en même temps, qu'on protège les concepteurs des algorithmes en leur permettant de protéger une partie de l'algorithme. Donc, non, voilà. En fait, son livre, enfin, elle a écrit 2 bouquins, mais je crois que apparemment le plus récent s'appelle De l'autre côté de la machine. Donc, évidemment, du côté conception, elle dit que, voilà, elle se met du côté conception, elle explique toute cette notion de biais que elle-même, elle sait qu'elle a, que nous avons tous, que toi tu as, du fait de qui nous sommes, nous avons un biais parce que nous voyons le monde selon un certain prisme. Et la seule chose qui importe, c'est de confronter les prismes pour qu'on arrive à une vision complète du monde. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans tout ce qui est numérique. C'est des codeurs qui soient plus de femmes, de races différentes que la race blanche, de cultures différentes que la culture californienne. Donc, c'est tout ce qui manque aujourd'hui dans la conception des outils numériques, malheureusement. Et est-ce que tu aurais un dernier mot, en fait, sur le sujet? Non, je pense que je t'ai dit pas mal. Non, je n'ai rien à rajouter, à part que je te remercie pour l'opportunité d'en parler. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de discussions à ce sujet et surtout à l'école, auprès des jeunes. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce que j'appelle moi la citoyenneté à l'ère numérique, c'est-à-dire comment être un citoyen, une citoyenne à l'ère numérique en se posant des questions sur les outils que nous utilisons maintenant sans y penser, qui sont en train de changer notre avenir. Voilà, j'aimerais bien qu'on en parle plus souvent. Ok, ben, je te remercie beaucoup Caroline pour ta participation au projet Stop Racisme 105.1. Ok, merci à toi Joe et puis à une prochaine alors. Oui. Ok, je te remercie, Merci. bye bye. Bye bye.